Lettre 6. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Il n'est donc point de femme qui n'abuse de l'empire qu'il a su prendre. Et vous-même, vous que je nommais si souvent mon indulgent ami, vous cessez enfin de l'être, et vous ne craignez pas de m'attaquer dans l'objet de mes affections. De quel trait vous osez peindre Madame de Tourvel? Quel homme n'eût point payé de sa vie cette insolente audace? À quelle autre femme qu'à vous n'eût-elle pas valu au moins une noirceur? De grâce, ne me mettez plus à d'aussi rudes épreuves. Je ne répondrai pas de les soutenir. Au nom de l'amitié, attendez que j'aie eu cette femme, si vous voulez en médire. Ne savez-vous pas que la seule volupté a le droit de détacher le bandeau de l'amour? Mais que dis-je? Madame de Tourvel a-t-elle besoin d'illusions? Non. Pour être adorable, il lui suffit d'être elle-même. Vous lui reprochez de se mettre mal. Je le crois bien. Toute parure lui nuit. Tout ce qui la cache la dépare. C'est dans l'abandon du négligé qu'elle est vraiment ravissante. Grâce aux chaleurs accablantes que nous éprouvons, un déshabillé de simple toile me laisse voir sa taille ronde et souple. Une seule mousseline couvre sa gorge. Et mes regards furtifs, mais pénétrants, en ont déjà saisi les formes enchanteresses. Sa figure, dites-vous, n'a nulle expression. Et qu'exprimerait-elle dans les moments où rien ne parle à son cœur? Non, sans doute, elle n'a point, comme nos femmes coquettes, ce regard menteur qui séduit quelquefois et nous trompe toujours. Elle ne sait pas couvrir le vide d'une phrase par un sourire étudié. Et, quoiqu'elle ait les plus belles dents du monde, elle ne rit que de ce qui l'amuse. Mais il faut voir comme, dans les folâtres jeux, elle offre l'image d'une gaieté naïve et franche. Comme, auprès d'un malheureux qu'elle s'empresse de secourir, son regard annonce la joie pure et la bonté compatissante. Il faut voir, surtout au moindre mot d'éloge ou de cajolerie, se peindre, sur sa figure céleste, ce touchant embarras d'une modestie qui n'est point jouée. Elle est prude et dévote, et de là vous la jugez froide et inanimée. Je pense bien différemment. Quelle étonnante sensibilité ne faut-il pas avoir pour la répandre jusque sur son mari, et pour aimer toujours un être toujours absent? Quelle preuve plus forte pourriez-vous désirer? J'ai su pourtant m'en procurer une autre. J'ai dirigé sa promenade de manière qu'il s'est trouvé un fossé à franchir. Et, quoique fort leste, elle est encore plus timide. Vous jugez bien qu'une prude craint de sauter le fossé. Il a fallu se confier à moi. J'ai tenu dans mes bras cette femme modeste. Nos préparatifs et le passage de ma vieille tante avaient fait rire aux éclats la folâtre dévote. Mais, dès que je me fus emparé d'elle, par une adroite gaucherie, nos bras s'enlacèrent mutuellement. Je pressai son sein contre le mien. Et, dans ce court intervalle, je sentis son cœur battre plus vite. L'aimable rougeur vint colorer son visage, et son modeste embarras m'apprit assez que son cœur avait palpité d'amour et non de crainte. Ma tante cependant s'y trompa comme vous, et se mit à dire « L'enfant a eu peur ». Mais la charmante candeur de l'enfant ne lui permit pas le mensonge, et elle répondit naïvement « Oh non, mais… » Ce seul mot m'a éclairé. Dès ce moment, le doux espoir a remplacé la cruelle inquiétude. J'aurai cette femme. Je l'enlèverai au mari qui la profane. J'oserai la ravir au Dieu même qu'elle adore. Quel délice d'être tour à tour l'objet et le vainqueur de ses remords. Loin de moi l'idée de détruire les préjugés qui l'assiègent. Ils ajouteront à mon bonheur et à ma gloire. Qu'elle croie à la vertu, mais qu'elle me la sacrifie. Que ses fautes l'épouvantent, sans pouvoir l'arrêter. Et qu'agitée de 1000 terreurs, elle ne puisse les oublier, les vaincre que dans mes bras. Qu'alors j'y consens, elle me dise « Je t'adore ». Elle seule, entre toutes les femmes, sera digne de prononcer ce mot. Je serai vraiment le Dieu qu'elle aura préféré. Soyons de bonne foi. Dans nos arrangements, aussi froids que faciles, ce que nous appelons bonheur est à peine un plaisir. Vous le dirai-je?
Je croyais mon cœur flétri, et ne me trouvant plus que d'essence, je me plaignais d'une vieillesse prématurée. Madame de Tourvel m'a rendu les charmantes illusions de la jeunesse. Auprès d'elle, je n'ai pas besoin de jouir pour être heureux. La seule chose qui m'effraie est le temps que va me prendre cette aventure. Car je n'ose rien donner au hasard. J'ai beau me rappeler mes heureuses témérités, je ne puis me résoudre à les mettre en usage. Pour que je sois vraiment heureux, il faut qu'elle se donne. Et ce n'est pas une petite affaire. Je suis sûr que vous admireriez ma prudence. Je n'ai pas encore prononcé le mot d'amour, mais déjà, nous en sommes à ceux de confiance et d'intérêt. Pour la tromper le moins possible, et surtout pour prévenir l'effet des propos qui pourraient lui revenir, je lui ai raconté moi-même, et comment m'accusant, quelques-uns de mes traits les plus connus. Vous ririez de voir avec quelle candeur elle me prêche. Elle veut, dit-elle, me convertir. Elle ne se doute pas encore de ce qui lui en coûtera pour le tenter. Elle est loin de penser qu'en plaidant, pour parler comme elle, pour les infortunés que j'ai perdus, elle parle d'avance dans sa propre cause. Cette idée me vint hier au milieu d'un de ses sermons, et je ne pus me refuser au plaisir de l'interrompre, pour l'assurer qu'elle parlait comme un prophète. Adieu, ma très belle amie. Vous voyez que je ne suis pas perdu sans ressources. PS. À propos, ce pauvre chevalier s'est-il tué de désespoir? En vérité, vous êtes 100 fois plus mauvais sujet que moi, et vous m'humilieriez si j'avais de l'amour-propre. Du château de ce 9 août. Lettre 7. Cécile Volanges à Sophie Carnet. Si je ne t'ai rien dit de mon mariage, c'est que je ne suis pas plus instruite que le premier jour. Je m'accoutume à n'y plus penser, et je me trouve assez bien de mon genre de vie. J'étudie beaucoup mon chant et ma harpe. Il me semble que je les aime mieux depuis que je n'ai plus de maître, ou plutôt, c'est que j'en ai un meilleur. Monsieur le chevalier d'Ancenis, ce monsieur dont je t'ai parlé, et avec qui j'ai chanté chez madame de Merteuil, a la complaisance de venir ici tous les jours, et de chanter avec moi des heures entières. Il est extrêmement aimable. Il chante comme un ange, et compose de très jolis airs dont il fait aussi les paroles. C'est bien dommage qu'il soit chevalier de Malte. Il me semble que s'il se mariait, sa femme serait bien heureuse. Il a une douceur charmante. Il n'a jamais l'air de faire un compliment, et pourtant, tout ce qu'il dit flatte. Il me reproche sans cesse, tant sur la musique que sur d'autres choses. Mais il mêle à ses critiques tant d'intérêt et de gaieté qu'il est impossible de ne pas lui en savoir gré. Seulement quand il vous regarde, il a l'air de vous dire quelque chose d'obligeant. Il joint à tout cela d'être très complaisant. Par exemple, hier, il était prié d'un grand concert. Il a préféré de rester toute la soirée chez maman. Cela m'a bien fait plaisir, car, quand il n'y est pas, personne ne me parle, et je m'ennuie. Au lieu que quand il y est, nous chantons et nous causons ensemble. Il a toujours quelque chose à me dire. Lui et madame de Merteuil sont les deux personnes que je trouve aimables. Mais adieu, ma chère amie. J'ai promis que je saurais pour aujourd'hui une ariette dont l'accompagnement est très difficile, et je ne veux pas manquer de parole. Je vais me remettre à l'étude jusqu'à ce qu'il vienne. De ce 7 août. Lettre 8. La présidente de Tourvel à madame de Volanges. On ne peut être plus sensible que je le suis, madame, à la confiance que vous me témoignez, ni prendre plus d'intérêt que moi à l'établissement de mademoiselle de Volanges. C'est bien de toute mon âme que je lui souhaite une félicité, dont je ne doute pas qu'elle ne soit digne, et sur laquelle je m'en rapporte bien à votre prudence. Je ne connais point monsieur le comte de Gercourt, mais, honoré de votre choix, je ne puis prendre de lui qu'une idée très avantageuse. Je me borne, madame, à souhaiter à ce mariage un succès aussi heureux qu'au mien, qui est pareillement votre ouvrage, et pour lequel chaque jour ajoute à ma reconnaissance. Que le bonheur de mademoiselle votre fille
soit la récompense de celui que vous m'avez procuré. Et puisse la meilleure des amies être aussi la plus heureuse des mères. Je suis vraiment peiné de ne pouvoir vous offrir de vive voix l'hommage de ce vœu sincère, et faire, aussitôt que je le désirerai, connaissance avec mademoiselle de Volanges. Après avoir éprouvé vos bontés vraiment maternelles, j'ai droit d'espérer d'elle l'amitié tendre d'une sœur. Je vous prie, madame, de vouloir bien la lui demander de ma part, en attendant que je me trouve à portée de la mériter. Je compte rester à la campagne tout le temps de l'absence de M. de Tourvel. J'ai pris ce temps pour jouir et profiter de la société de la respectable madame de Rosemonde. Cette femme est toujours charmante. Son grand âge ne lui fait rien perdre. Elle conserve toute sa mémoire et sa gaieté. Son corps seul a 84 ans. Son esprit n'en a que 20. Notre retraite s'est égayée par son neveu le vicomte de Valmont, qui a bien voulu nous sacrifier quelques jours. Je ne le connais que de réputation, et elle me faisait peu désirer de le connaître davantage. Mais il me semble qu'il vaut mieux qu'elle. Ici, où le tourbillon du monde ne le gâte pas, il parle raison avec une facilité étonnante, et il s'accuse de ses torts avec une candeur rare. Il me parle avec beaucoup de confiance, et je le prêche avec beaucoup de sévérité. Vous qui le connaissez, vous conviendrez que ce serait une belle conversion à faire. Mais je ne doute pas, malgré ses promesses, que 8 jours de Paris ne lui fassent oublier tous mes sermons. Le séjour qu'il fera ici sera au moins autant de retranché sur sa conduite ordinaire. Et je crois que, d'après sa façon de vivre, ce qu'il peut faire de mieux est de ne rien faire du tout. Il sait que je suis occupé à vous écrire, et il m'a chargé de vous présenter ses respectueux hommages. Recevez aussi le mien avec la bonté que je vous connais, et ne doutez jamais des sentiments sincères avec lesquels j'ai l'honneur d'être, etc. Du château de ce 9 août. Lettre 9. Madame de Volanges à la présidente de Tourvel. Je n'ai jamais douté, ma jeune et belle amie, ni de l'amitié que vous avez pour moi, ni de l'intérêt sincère que vous prenez à tout ce qui me regarde. Ce n'est pas pour éclaircir ce point, que j'espère convenu à jamais entre nous, que je réponds à votre réponse. Mais je ne crois pas pouvoir me dispenser de causer avec vous au sujet du vicomte de Valmont. Je ne m'attendais pas, je l'avoue, à trouver jamais ce nom-là dans vos lettres. En effet, que peut-il y avoir de commun entre vous et lui? Vous ne connaissez pas cet homme. Où auriez-vous pris l'idée de l'âme d'un libertin? Vous me parlez de sa rare candeur. Oh oui, la candeur de Valmont doit être en effet très rare. Encore plus faux et dangereux qu'il n'est aimable et séduisant. Jamais, depuis sa plus grande jeunesse, il n'a fait un pas ou dit une parole sans avoir un projet. Et jamais il n'eut un projet qui ne fût malhonnête ou criminel. Mon ami, vous me connaissez. Vous savez si, des vertus que je tâche d'acquérir, l'indulgence n'est pas celle que je chéris le plus. Aussi, si Valmont était entraîné par des passions fougueuses, si, comme 1000 autres, il était séduit par les erreurs de son âge, en blâmant sa conduite, je plaindrais sa personne, et j'attendrais, en silence, le temps où un retour heureux lui rendrait l'estime des gens honnêtes. Mais Valmont n'est pas cela. Sa conduite est le résultat de ses principes. Il sait calculer tout ce qu'un homme peut se permettre d'horreur sans se compromettre. Et pour être cruel et méchant sans danger, il a choisi les femmes pour victimes. Je ne m'arrête pas de compter celles qu'il a séduites. Mais combien n'en a-t-il pas perdu? Dans la vie sage et retirée que vous menez, ces scandaleuses aventures ne parviennent pas jusqu'à vous. Je pourrais vous raconter qui vous ferait frémir, mais vos regards, purs comme votre âme, seraient souillés par de semblables tableaux. Sûr que Valmont ne sera jamais dangereux pour vous. Vous n'avez pas besoin de pareilles armes pour vous défendre. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est que, de toutes les femmes auxquelles il a rendu des soins, succès ou non, il n'en est point qui n'ait eu à s'en plaindre. La seule marquise de Merteuil fait l'exception à cette règle générale. Seule, elle, a su lui résister et enchaîner sa méchanceté. J'avoue que ce trait de sa vie est celui qui lui fait le plus d'honneur à mes yeux.
Aussi a-t-il suffi pour la justifier pleinement aux yeux de tous, de quelques inconséquences qu'on avait à lui reprocher dans le début de son veuvage. Quoi qu'il en soit, ma belle amie, ce que l'âge, l'expérience et surtout l'amitié m'autorisent à vous représenter, c'est qu'on commence à s'apercevoir dans le monde de l'absence de Valmont. Et que si on sait qu'il soit resté quelque temps entier entre sa tante et vous, votre réputation sera entre ses mains. Malheur le plus grand qui puisse arriver à une femme. Je vous conseille donc d'engager sa tante à ne pas le retenir davantage. Et s'il s'obstine à rester, je crois que vous ne devez pas hésiter à lui céder la place. Mais pourquoi resterait-il ? Que fait-il donc à cette campagne ? Si vous faisiez épier ses démarches, je suis sûr que vous découvririez qu'il n'a fait que prendre un asile plus commode, pour quelque noirceur qu'il médite dans les environs. Mais, dans l'impossibilité de remédier au mal, contentons-nous de nous en garantir. Adieu, ma belle amie. Voilà le mariage de ma fille un peu retardé. Le comte de Gercourt, que nous attendions d'un jour à l'autre, me mande que son régiment passe en Corse. Et comme il y a encore des mouvements de guerre, il lui sera impossible de s'absenter avant l'hiver. Cela me contrarie, mais cela me fait espérer que nous aurons le plaisir de vous avoir à la noce, et j'étais fâché qu'elle se fît sans vous. Adieu. Je suis, sans compliment comme sans réserve, entièrement à vous. PS. Rappelez-moi au souvenir de Madame de Rosemonde, que j'aime toujours autant qu'elle le mérite. De ce 11 août. Lettre 10. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. Me boudez-vous, vicomte ? Ou bien êtes-vous mort ? Ou, ce qui y ressemblerait beaucoup, ne vivez-vous plus que pour votre présidente ? Cette femme qui vous a rendu les illusions de la jeunesse vous en rendra bientôt aussi les ridicules préjugés. Déjà vous voilà timide et esclave, autant vaudrait être amoureux. Vous renoncez à vos heureuses témérités. Vous voilà donc conduisant sans principe et donnant tout au hasard, ou plutôt au caprice. Ne vous souvient-il plus que l'amour est, comme la médecine, seulement l'art d'aider à la nature ? Vous voyez que je vous bats avec vos armes, mais je n'en prendrai pas d'orgueil, car c'est bien battre un homme à terre. Il faut qu'elle se donne, me dites-vous. Sans doute, il le faut. Aussi se donnera-t-elle comme les autres, avec cette différence que ce sera de mauvaise grâce. Mais, pour qu'elle finisse par se donner, le vrai moyen est de commencer par la prendre. Que cette ridicule distinction est bien un vrai déraisonnement de l'amour. Je dis l'amour, car vous êtes amoureux. Vous parler autrement, ce serait vous trahir. Ce serait vous cacher votre mal. Dites-moi donc, amant langoureux, ces femmes que vous avez eues, croyez-vous les avoir violées ? Mais quelque envie qu'on ait de se donner, quelque pressé que l'on en soit, encore faut-il un prétexte. Et y en a-t-il de plus commode pour nous que celui qui nous donne l'air de céder à la force ? Pour moi, je l'avoue, une des choses qui me flatte le plus, c'est une attaque vive et bien faite, où tout se succède avec ordre, quoique avec rapidité, qui ne nous met jamais dans ce pénible embarras de réparer nous-mêmes une gaucherie dont au contraire nous aurions dû profiter, qui sait garder l'air de la violence jusque dans les choses que nous accordons, et flatter avec adresse nos deux passions favorites, la gloire de la défense et le plaisir de la défaite. Je conviens que ce talent, plus rare que l'on ne croit, m'a toujours fait plaisir, même alors qu'il ne m'a pas séduite, et que quelquefois il m'est arrivé de me rendre, uniquement comme récompense. Tel dans nos anciens tournois, la beauté donnait le prix de la valeur et de l'adresse. Mais vous qui n'êtes plus vous vous conduisez comme si vous aviez peur de réussir. Depuis quand voyagez-vous à petites journées et par des chemins de traverse ? Mon ami, quand on veut arriver, des chevaux de poste et la grande route. Mais laissons ce sujet, qui me donne d'autant plus d'humeur, qu'il me prive du plaisir de vous voir. Au moins écrivez-moi plus souvent que vous ne faites, et mettez-moi au courant de vos progrès. Savez-vous que voilà près de 15 jours que cette ridicule aventure vous occupe, et que vous négligez tout le monde ?
À propos de négligence, vous ressemblez aux gens qui envoient régulièrement savoir des nouvelles de leurs amis malades, mais qui ne se font jamais rendre la réponse. Vous finissez votre dernière lettre par me demander si le chevalier est mort. Je ne réponds pas, et vous ne vous en inquiétez pas davantage. Ne savez-vous plus que mon amant est votre ami né? Mais rassurez-vous, il n'est point mort. Ou s'il l'était, ce serait de l'excès de sa joie. Ce pauvre chevalier, comme il est tendre, comme il est fait pour l'amour, comme il sait sentir vivement. La tête m'en tourne. Sérieusement, le bonheur parfait qu'il trouve à être aimé de moi m'attache véritablement à lui. Ce même jour où je vous écrivais que j'allais travailler à notre rupture, combien je le rendis heureux. Je m'occupais pourtant, toute bon des moyens de le désespérer, quand on me l'annonça. Soit caprice ou raison, jamais il ne me parut si bien. Je le reçus cependant avec humeur. Il espérait passer 2 heures avec moi, avant celle où ma porte serait ouverte à tout le monde. Je lui dis que j'allais sortir. Il me demanda où j'allais. Je refusai de lui apprendre. Il insista. « Où vous ne serez pas, repris-je avec aigreur. Heureusement pour lui, il resta pétrifié de cette réponse. Car s'il eût dit un mot, il s'ensuivrait immanquablement une scène qui eût amené la rupture que j'avais projetée. Étonné de son silence, je jetai les yeux sur lui sans autre projet, je vous jure, que de voir la mine qu'il faisait. Je retrouvais sur cette charmante figure cette tristesse, à la fois profonde et tendre, à laquelle vous-même êtes convenu qu'il était si difficile de résister. La même cause produisit le même effet. Je fus vaincu une seconde fois. Dès ce moment, je ne m'occupais plus que des moyens d'éviter qu'il pût me trouver un tort. « Je sors pour affaire, dis-je avec un air un peu plus doux. Et même cette affaire vous regarde. Mais ne m'interrogez pas. Je souperai chez moi. Revenez et vous serez instruit. » Alors il retrouva la parole, mais je ne lui permis pas d'en faire usage. « Je suis très pressé, continuai-je. Laissez-moi. À ce soir. » Il baisa ma main et sortit. Aussitôt, pour le dédommager, peut-être pour me dédommager moi-même, je me décide à lui faire connaître ma petite maison, dont il ne se doutait pas. J'appelle ma fidèle Victoire. J'ai ma migraine. Je me couche pour tous mes gens. Et, resté enfin seul avec la véritable, tandis qu'elle se travestit en laquais, je fais une toilette de femme de chambre. Elle fait ensuite venir un fiacre à la porte de mon jardin, et nous voilà partis. Arrivé dans ce temple de l'amour, je choisis le déshabillé le plus galant. Celui-ci est délicieux. Il est de mon invention. Il ne laisse rien voir, et pourtant fait tout deviner. Je vous en promets un modèle pour votre présidente, comme vous l'aurez rendu digne de le porter. Après ces préparatifs, pendant que Victoire s'occupe des autres détails, je lis un chapitre du Sofa, une lettre d'Héloïse et 2 contes de La Fontaine, pour recorder les différents tons que je voulais prendre. Cependant, mon chevalier arrive à ma porte, avec l'empressement qu'il a toujours. Mon Suisse la lui refuse, et lui apprend que je suis malade. Premier incident. Il lui remet en même temps un billet de moi, mais non de mon écriture, suivant ma prudente règle. Il l'ouvre et y trouve de la main de Victoire, à 9 heures précises, au boulevard, devant les cafés. Il s'y rend, et là, un petit laquais qu'il ne connaît pas, qu'il croit au moins ne pas connaître, car c'était toujours Victoire, vient lui annoncer qu'il faut renvoyer sa voiture et le suivre. Toute cette marche romanesque lui échauffait la tête d'autant, et la tête échauffée ne nuit à rien. Il arrive enfin, et la surprise et l'amour causent en lui un véritable enchantement. Pour lui donner le temps de se remettre, nous nous promenons un moment dans le bosquet. Puis, je le ramène vers la maison. Il voit d'abord 2 couverts mis, ensuite un lit fait. Nous passons jusqu'au boudoir, qui était dans toute sa parure. Là, moitié réflexion, moitié sentiment, je passai mes bras autour de lui, et me laissai tomber à ses genoux. « Oh, mon ami, lui dis-je, pour vouloir te ménager la surprise de ce moment,
Je me reproche de t'avoir affligé par l'apparence de l'humeur, d'avoir pu un instant voler mon cœur à tes regards. Pardonne-moi mes torts, je veux les expier à force d'amour. Vous jugez de l'effet de ce discours sentimental. L'heureux chevalier me releva, et mon pardon fut scellé sur cette même ottomane où vous et moi scellâmes si gaiement de la même manière notre éternelle rupture. Comme nous avions 6 heures à passer ensemble, et que j'avais résolu que tout ce temps fût pour lui également délicieux, je modérai ses transports, et l'aimable coquetterie vint replacer la tendresse. Je ne crois pas avoir jamais mis tant de soin à plaire, ni avoir été jamais aussi contente de moi. Après le souper, tour à tour enfantin et raisonnable, folâtre et sensible, quelquefois même libertine, je me plaisais à le considérer comme un sultan au milieu de son sérail, dont j'étais tour à tour les favorites différentes. En effet, ces hommages réitérés, quoique toujours reçus par la même femme, le furent toujours par une maîtresse nouvelle. Enfin, au point du jour, il fallut se séparer. Et, quoi qu'il dit, quoi qu'il fit même pour me prouver le contraire, il en avait autant de besoin que peu d'envie. Au moment où nous sortîmes, et pour dernier adieu, je pris la clé de cet heureux séjour, et la lui remettant entre les mains. « Je ne l'ai eu que pour vous, lui dis-je. Il est juste que vous en soyez maître. C'est au sacrificateur de disposer du temple. » C'est par cette adresse que j'ai prévenu les réflexions qu'aurait pu lui faire naître la propriété, toujours suspecte, d'une petite maison. Je le connais assez pour être sûr qu'elle ne s'en servira que pour moi. Et si la fantaisie me prenait d'y aller sans lui, il me reste bien un double clé. Il voulait à toute force prendre jour et y revenir, mais je l'aime trop encore pour vouloir l'user si vite. Il ne faut se permettre d'excès avec les gens qu'on veut quitter bientôt. Il ne sait pas cela, lui, mais, pour son bonheur, je le sais pour deux. Je m'aperçois qu'il est 3 heures du matin, et que j'ai écrit un volume, ayant le projet de n'écrire qu'un mot. Tel est le charme de la confiante amitié. C'est elle qui fait que vous êtes toujours ce que j'aime le mieux. Mais, en vérité, le chevalier est ce qui me plaît davantage. De ce 12 août.